Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Bamako, la capitale malienne, hier vendredi. Le chef de l'État ivoirien prend part ce samedi à la fête nationale du Mali aux côtés de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le secteur de la grande distribution prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Pour les communes de Cocodié, de Makori, un hypermarché est en voie de finition à Yopougon. Il s'agit de l'hypermarché Cosmos qui a été visité par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba. Et puis en Tanzanie, le bilan du naufrage du ferry Nyerere jeudi dans le sud du lac Victoria s'est alourdi pour atteindre 183 victimes ce samedi, au troisième jour des opérations de recherche qui ont repris très tôt ce samedi matin. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Bamako, la capitale malienne, hier vendredi. Le chef de l'État ivoirien prend part ce samedi à la fête nationale du Mali aux côtés de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs autres chefs d'État africains et de gouvernement ont effectué le déplacement de Bamako. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali était en visite de travail de 4 jours ici en Côte d'Ivoire auprès de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ce séjour à Abidjan a été l'occasion pour la délégation malienne de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de lutte contre la corruption. Olivier Irié, Aboussanogo. L'Office central chargé de la lutte contre l'enrichissement illicite du Mali est déterminé à faire de la lutte contre la corruption une réalité dans le pays. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'organe est à la conquête d'expériences extérieures. Dans cette logique, une délégation de l'Office central chargée de la lutte contre l'enrichissement illicite du Mali a effectué une visite d'études en terre ivoirienne. Une mission qui vise à renforcer les capacités d'intervention de cette structure et établir une coopération avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance de Côte d'Ivoire a un bilan plus que satisfaisant au regard du taux significatif de plus de 80% des personnalités ayant déposé leur déclaration de patrimoine. Nous aurons à nous inspirer des bonnes pratiques développées par la HABG, en particulier les plateformes anticorruption et également la qualité du réseau institutionnel. Ceci nous donne une vue sur la marge de progression que nous avons au Mali. La volonté de rapprochement affichée par les autorités maliennes dans le cadre de la lutte contre la corruption et autres infractions assimilées est saluée par les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour le président de l'institution ivoirienne, la création d'un réseau sous-régional serait la bienvenue, car il permettrait de mener des actions de lutte conjointes contre le phénomène qui freine le développement des États en Afrique de l'Ouest. Cette mission d'études et de prospection de la délégation malienne a été marquée par plusieurs activités, notamment des séances de travail avec des structures nationales et régionales, telles que la Banque africaine de développement, le bureau régional Interpol, les magistrats spécialisés, l'inspection générale du Trésor et celle des finances. Deuxième grand titre de cette édition, le secteur de la grande distribution prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens bien sûr. Autre la commune de Cocodié de Makori, un hypermarché est en voie de finition à Yopougon. Il s'agit de l'hypermarché Cosmos qui a été visité par le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra Souba qui avait à ses côtés le maire de Yopougon, Lansine Bakayoko. Comme ce peintre qui place les dernières couches de brillant ou ces artisans perchés sur des échafauds pour ajuster les toitures, une centaine d'autres ouvriers sont encore à la tâche pour les travaux de finition. Les promoteurs de ce centre commercial baptisé Cosmos Yopougon Figayo espèrent ouvrir avant la fin de l'année. Ce projet va aider à densifier un peu le tissu urbain dans la zone de Yopougon, mais aussi aider à créer d'autres opportunités dans d'autres communes pour créer des infrastructures comme celle-ci. Ce centre commercial construit sur 3 hectares est composé d'une centrale de consommation, d'espaces de jeux pour enfants, d'un supermarché et d'une galerie marchande.
La galerie marchande où sont déjà installés des magasins prêt-à-porter, des produits cosmétiques va accueillir 61 boutiques, une clinique paramédicale et des salles de cinéma. Le gouvernement n'en attendait pas mieux. Lorsqu'on regarde un peu toutes les grandes structures qui ont accepté de venir dans ce hypermarché, que de façon effective, il y a une classe moyenne en Côte d'Ivoire. Il y a toutes ces grandes marques-là qui sont désormais intéressées par les populations ivoiriennes. Cet hypermarché situé sur le boulevard principal apparaît comme le premier grand centre commercial de Yopougon aux normes internationales. Selon le conseil municipal, il représente un signal fort au défi d'urbanisation de la commune. Nous espérons que ce n'est qu'un premier acte et d'autres actes vont suivre. Et je suis certain qu'avec l'évolution de notre commune, dans les 2 prochaines années, les choses vont s'accélérer. Près de 18 milliards ont été injectés pour la réalisation de cet imposant espace marchand qui créera au moins 600 emplois directs. L'urgence aujourd'hui, la réalisation des voies d'accès, en particulier la pose de 4 feux tricolores. La semaine dernière, les douanes ivoiriennes ont opéré une importante saisie de sucre dans des camions déclarés en transit pour le Mali. Les fraudeurs ont été pris en flagrant délit en train de transborder ce sucre d'un camion immatriculé en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État au budget s'est rendu vendredi à la brigade des douanes de Yopougon-Jesco où il a pu voir par lui-même les camions saisis avec 170 tonnes de sucre frauduleux. Lancide Bakayoko. Ces camions avaient fait une déclaration en bonne et due forme pour des marchandises en transit vers le Mali, ce qui a eu pour effet la suspension des droits et taxes sur leur contenu. Malheureusement, ces marchandises devaient être frauduleusement déversées sur le marché ivoirien. Les douanes ont empêché cette tricherie. Le fait que nos hommes aient réussi à mettre un terme à ces opérations délictueuses-là et les encourager également à aller plus loin dans la lutte contre ces types de phénomènes, c'est quelque chose qui nous réjouit au plus haut point. Nous avons tout un programme qui se déploie et ça c'est l'une des manifestations du déploiement de ce programme-là, tant au niveau du transit routier interétat qu'au niveau de toutes les opérations de surveillance, qu'au niveau de l'analyse des données statistiques pour relever des incohérences de sorte à mieux orienter le contrôle. Les victimes de cette mauvaise pratique sont les opérateurs sucriers. Cette opération les satisfait au plus haut point, mais ils demandent davantage de vigilance pour arrêter la concurrence déloyale. C'est une question de survie pour la filière. On a ici 170 tonnes qui ont été saisies. Ce n'est qu'un échantillon par rapport à ce que nous subissons tous les jours que Dieu fait. Les 2 industries sucrières ivoiriennes ont une capacité de production, disons, de 200 000 tonnes de sucre. Et quand il y a beaucoup d'importations frauduleuses, comme on le constate ces derniers temps, on a du mal à écouler notre production. Pour rappel, la saisie a été opérée au parc sous-douane du Mali, situé dans la zone portuaire de Vridi, non loin du tri postal. Un fonds d'investissement de 3 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole vient d'être lancé. Ce fonds entièrement financé par la Grande-Bretagne est intitulé « Initiative en faveur des femmes dans l'agroalimentaire ». Plus de détails avec Aboubakar Chakokone. D'un budget de plus de 3 milliards de francs CFA, ce fonds servira à financer des projets de 10 à 30 entreprises opérant dans des chaînes de valeur agricole spécifiques pour les femmes. En Côte d'Ivoire, l'anacarde, le karité, le manioc, le palmier à huile, les produits maraîchers et le riz sont les secteurs cibles. Ce programme qu'on a lancé aujourd'hui, c'est spécifiquement avec c'est focalisé sur les femmes. Soit les entreprises gérées ou qui appartiennent à les femmes, ou les entreprises qui vont créer beaucoup des emplois pour les femmes spécifiquement. 80% de la population active des femmes œuvre dans le secteur de l'agriculture. Le programme Investir en faveur des femmes dans l'agroalimentaire veut ainsi booster l'entrepreneuriat féminin sur toute la chaîne de valeur agricole. Nous accueillons ce projet. Le problème, c'est comment faire pour que ces femmes-là puissent justement bénéficier de ce projet. Tout l'enjeu, tout le défi que nous devons relever. Et c'est en cela que nous disons qu'en tant que ministère, nous allons accompagner ce projet, nous allons accompagner nos femmes, les inviter, leur permettre de pouvoir bénéficier de ces fonds.
Après son lancement en Côte d'Ivoire, ce fonds qui est à sa phase pilote sera successivement lancé au Burkina Faso, en Éthiopie et en Sierra Leone. L'Africa Enterprise Challenge Fund, initiatrice du projet, prévoit porter ultérieurement ce fonds à 25 milliards de francs CFA pour couvrir le reste des pays d'Afrique subsaharienne. Parlons maintenant de l'usage du béton comme matériau de base dans la construction des logements qui contribuerait à maintenir la chaleur dans nos maisons. Face au béton, d'autres matériaux comme le géobéton et le panneau d'isolement thermique présentent des avantages aussi bien économiques qu'écologiques. Didier Nguessan, Franck Kouadio. En ville, il règne en maître. C'est le recours systématique pour la construction des maisons. Pourtant, le béton est accusé de retenir la chaleur à l'intérieur des habitations. Le matin, lorsque vous vous levez, vous touchez le mur, il est froid. Disons aux alentours donc, de midi, 14h, ce mur-là, à force d'être exposé, vous allez vous rendre compte qu'il commence à être chaud. Voilà. Et le soir, c'est invivable dans la maison parce qu'en réalité, la fraîcheur qu'il reçoit à l'extérieur, il l'emmagasine et il repousse la chaleur à l'intérieur de la maison. Solidité du matériau, usage simplifié avec du béton prêt à l'emploi. Ce sont quelques raisons qui justifient l'omniprésence du béton. Pour certains, son emploi relève du paradoxe sonotropique. Alors, pour baisser la température dans la maison, les architectes tiennent compte de certains paramètres. Il est important que l'architecte, dans son approche, puisse tenir compte de l'orientation des vents dominants et ensuite de l'ensoleillement. L'architecte orientera ses ouvertures de manière à réduire donc, la conservation de la chaleur donc, à l'intérieur de ce bâtiment. Des matériaux alternatifs existent. Le plus connu est le géobéton. Sa matière première, la terre, accessible et peu coûteuse, est stabilisée avec du ciment selon le ratio 6 ou 10 brouettes de terre pour un sac de ciment. Les briques de terre compactées utilisent très peu d'eau. L'usage du géobéton dans la construction des bâtiments n'est pas très répandu en Côte d'Ivoire. Le savoir-faire ne manque pas pour autant. C'est de la terre à laquelle on ajoute du ciment pour pouvoir avoir des blocs qui sont durs, qui résistent. Il est bon marché et il résiste aussi longtemps que le matériau classique, à condition qu'il y ait un minimum d'entretien. Donc il se conçoit comme tous les autres bâtiments et il se monte comme tous les autres bâtiments. Seulement que les joints sont ici colmatés avec du mortier, c'est-à-dire un mélange de sable, de ciment et d'eau. Ce bâtiment a été construit il y a plus d'une vingtaine d'années et comme vous pouvez le constater, il tient toujours. Le recours au géobéton réduirait le coût de construction de l'ordre de 20 à 30%. Ce matériau contribuerait également à consommer moins d'énergie. C'est donc un matériau écologique et financièrement compétitif. Cependant, opter pour le géobéton implique un entretien régulier du bâtiment. Autre solution, autre matériau, le polystyrène expansé ou panneau d'isolement thermique. C'est pas compliqué, on le coupe très facilement, on fait ce qu'on veut. C'est antisismique, c'est isothermique et puis ça permet d'insonoriser le bâtiment et tout le mur étant porteur. Et donc c'est facile à monter. Le maintien de la température ambiante de la maison contribue à réduire la consommation d'énergie du bâtiment. Ces panneaux préfabriqués, une fois assemblés et montés, sont autant solides qu'une maison classique. Acquérir une maison construite avec des panneaux d'isolement thermique est possible en Côte d'Ivoire dans le cadre des logements sociaux. Cependant, le polystyrène expansé pourrait revenir plus cher pour une construction individuelle, le matériau étant importé. Au-delà des matériaux de construction, l'ensemble de l'habitat doit contribuer à optimiser l'énergie. C'est le rôle des jardins ou rideaux verts. Dans le cadre d'un domicile, l'aménagement paysager peut revêtir plusieurs aspects. Les personnes qui nous contactent, dans un premier temps, c'est un souci d'esthétisme, de voir quelque chose de beau. Mais le plus du jardin, le plus des plantes, c'est qu'elles peuvent réduire la température. Une pelouse simple réalisée avec des professionnels coûte entre 100 000 et 150 000 francs CFA selon le gazon choisi. Un jardin complet de 50 mètres carrés est estimé à 500 000 francs CFA en moyenne. Ce budget n'est pas valable pour ceux qui ont la main verte et aiment jardiner eux-mêmes. Les plantes apportent de la fraîcheur dans les habitats. En plus d'un rideau vert, le choix du matériau de construction et la conception architecturale constituent les trois leviers pour réduire la chaleur dans les logements.
La journée internationale de la paix observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. Hier donc, à cette occasion, ici en Côte d'Ivoire, la Fédération pour la paix universelle a tenu un point presse relatif à la situation socio-politique. Elle invite les populations et les acteurs politiques à poursuivre le processus de réconciliation nationale. Salima Toudia, Adrienne Grascando. L'amnistie accordée à 800 personnes poursuivies ou condamnées par la justice en lien avec la crise post-électorale doit être un geste de paix suivi par les Ivoiriens, selon la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Dépasser les clivages et replis ethno-communautaires reste nécessaire pour une réconciliation nationale. Face à la situation sociopolitique qui prévaut, la Fédération pour la paix universelle interpelle les acteurs politiques. La Fédération pour la paix universelle, fidèle à sa vocation, invite les acteurs politiques de notre pays à rassurer davantage les Ivoiriens en faisant prévaloir leur qualité d'hommes et de femmes de conscience, n'ayant pour seul désir que la recherche de la paix pour la Côte d'Ivoire. Le développement harmonieux de notre pays, que nous recherchons tous d'ailleurs, ne dépend que de notre capacité à privilégier l'intérêt général sur nos intérêts personnels et particuliers. Il appartient donc à nous tous, leaders d'opinion, acteurs politiques ou membres de la société civile, j'inclus également les religieux, de faire en sorte que les Ivoiriens n'aient plus peur de l'avenir de leur pays. Les 19 conseils de paix de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, répartis sur l'ensemble du pays, devraient s'impliquer auprès des autorités locales pour sensibiliser à l'aube des échéances électorales. Et cette information, les Nations Unies ont distingué 11 personnalités à travers le monde qui œuvrent pour l'avènement des mondes de paix. Au nombre de celles-ci, la ministre Maria Toukone, ministre chargée de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Depuis lundi dernier, une trentaine de journalistes et communicateurs sont outillés à Yamoussoukro à une meilleure communication publique sur les risques de crise sanitaire. Objectif, mieux gérer les crises sanitaires en vue d'éviter la panique au sein des populations. Amy Sissoko. Face aux rumeurs en période de crise sanitaire, comment amener les professionnels des médias et les communicateurs pour focaux des ministères à donner l'information juste à la population. C'est tout le sens de cette formation à Yamoussoukro sur la communication en période d'épidémie en direction des professionnels des médias et des communicateurs point focaux des ministères. Une initiative de l'Agence des États-Unis pour le développement national, USAID. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national de sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire. Notre mandat est d'appuyer les activités pour la communication sur le risque. Et on sait que les médias, ils sont l'acteur clé pour la communication vers la population. Donc notre objectif, c'est vraiment de renforcer leur capacité de faire les activités pour la communication des risques. Cette formation consiste à fournir des outils méthodologiques et pédagogiques nécessaires à un traitement efficient des informations pendant et après les périodes d'épidémie ou des maladies infectieuses comme Ebola ou fièvre Lassa. Comment présenter un plan média pour ce qui concerne les points focaux et comment traiter journalistiquement les urgences sanitaires. Au cours de cette formation, ils vont apprendre toute la pédagogie pour former d'autres personnes au traitement, bien évidemment, des urgences sanitaires. 6 jours pour maîtriser les notions de base des comportements à adopter en situation d'urgence sanitaire et éviter des confusions dans le traitement des informations. La 5e édition du prix d'excellence dédié aux meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé a été célébrée. 500 élèves ayant obtenu les meilleurs résultats lors des examens scolaires 2017-2018 ont été récompensés par le ministre Laurent Tchagba, fils d'Atekoubé, Olivier Iriebi, Abou-Sadogo. 500 meilleurs élèves, dont 140 des classes de terminale, 160 de la 3e et 200 du cours moyen 2e année de la commune d'Atekoubé,
distingués pour leurs brillants résultats obtenus lors des examens scolaires session 2017 et 2018. Ils ont reçu des mains du ministre de l'Hydraulique, des ouvrages scolaires, des ordinateurs et une bourse d'études à l'étranger pour les plus méritants. Ce geste, selon le parrain, vise à encourager l'excellence dans la commune et à lutter contre l'échec en milieu scolaire. Célébrer le mérite, mais surtout faire en sorte que les enfants dans la commune d'Atekoubé puissent s'intéresser à la chose scolaire et qu'ils s'adonnent aux études. Parce que c'est là le salut de tout enfant. Heureux de faire partie des bénéficiaires de cette édition, élèves et nouveaux bacheliers s'engagent à redoubler d'ardeur dans le travail. Quand j'ai reçu ce prix, j'étais très heureuse. En plus, quand j'ai eu la bourse, je ne savais pas quoi dire. Je suis dépassée. Je trouve que c'est un beau prix parce que ça nous permet au moins de savoir qu'on est suivi par des gens qui reconnaissent notre mérite et qui le valorisent. Pour leur part, les parents d'élèves ont salué le ministre pour cet acte de solidarité à l'endroit de leurs enfants. Si nous avons quelqu'un qui vient aider les parents en récompensant les élèves, vu ce qu'ils ont fait, je pense que c'est une joie pour nous. Le prix d'excellence dans la commune d'Atekoubé est à sa 5e édition. Les initiateurs entendent aller le plus loin possible en transformant la structure organisatrice en une fondation. Le conseil municipal de Grand Bassam vient de mettre à la disposition des populations du quartier CAFOP de Grand Bassam un centre de santé urbain. Objectif, rapprocher les populations de ce quartier des structures sanitaires. Franck Quadio. Un nouveau centre de santé urbain pour le quartier CAFOP 2 à Grand Bassam. Ce centre était don du conseil municipal de la ville. Objectif, rapprocher les populations de la commune des structures sanitaires. Le premier secrétaire général de préfecture, Moussa Koulibaly, a remercié le conseil municipal avant d'engager le corps médical à prendre soin de ce centre de santé urbain. Nous nous engageons de concert avec le personnel de santé qui sera affecté ici, dans notre dispensaire, à œuvrer dans une relation de bonne intelligence, à maintenir la confiance entre population et personnel de soins, de même veiller à la salubrité de notre centre de santé. Ce nouveau centre, d'ailleurs, d'une superficie de 2400 mètres carrés, est constitué d'une maternité, d'une salle d'accouchement, d'un dispensaire et d'une pharmacie. Franck Quadio, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était face à la presse nationale et internationale. C'était jeudi dernier. Anne Désiré Ouloto est revenue sur les réformes engagées par le gouvernement ivoirien en matière de gestion moderne des déchets. Adrienne Grascando. Le centre d'enfouissement technique en construction à Kosiwan, à une 50aine de kilomètres sur l'autoroute du Nord, bientôt livré. Je tiens à vous rassurer. L'état d'avancement des travaux est aujourd'hui très satisfaisant. Les opérateurs sont présents et le démarrage des prestations est prévu pour le début du mois de novembre 2018. Encore environ 45 jours de patience. Ce centre d'enfouissement technique fait partie des réformes engagées par le gouvernement pour la gestion moderne des déchets. La Côte d'Ivoire produit par an plus de 200 000 tonnes de déchets solides ménagers et assimilés. Dans le district autonome d'Abidjan, ce sont un peu plus de 4 900 tonnes de déchets qui sont produits chaque jour, soit environ 1 800 000 tonnes par an. Et seulement environ 70% de ces déchets sont collectés par jour, laissant les 30 autres % dans les rues. Pour réussir cette nouvelle politique de gestion des déchets, du matériel flambant neuf a été acquis. Pour ce faire, nous avons déjà réceptionné, le 26 avril 2018, dans l'enceinte du port autonome d'Abidjan, 155 camions flambant neufs de ramassage, ainsi que 450 coffres modernes. À ce jour, nous sommes à 350 camions et 650 coffres neufs. Selon la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le coût de la gestion des déchets dans le district d'Abidjan
passera désormais de 22 milliards de francs CFA avant les réformes à plus de 45 milliards après les réformes, soit une hausse de 104,55%. Abidjan retrouvera son lustre d'antan. Et la Côte d'Ivoire, grâce à chacune et à chacun, nous continuons de travailler et de réfléchir à des innovations. Toujours dans le cadre des réformes, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité prévoit la création d'une police chargée de lutter contre l'incivisme des populations. Profitant de la deuxième session conjointe des comités de gestion du parc national du Banco de la réserve naturelle de Dalia-Fleur, le préfet d'Abidjan a invité à Bingéville les responsables des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, les experts de l'Office ivoirien des parcs et réserves à renforcer la vidéosurveillance autour des parcs. Isaïe Ochodan. Le parc national du Banco et la réserve naturelle de Dalia-Fleur à Bingéville, deux atouts touristiques à découvrir. Les experts des comités de gestion de ces deux entités ont, au cours d'une rencontre, retracé les efforts consentis par les agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, pour la surveillance, l'aménagement des parcs et réserves et la sensibilisation des populations à la protection de l'environnement. Présent, le préfet d'Abidjan a invité également les acteurs au développement à prendre soin des parcs nationaux et réserves en Côte d'Ivoire. Il est bien que les populations riveraines, les populations environnantes, que les populations soient sensibilisées sur la bonne gestion de nos parcs. Ce sont des poches de vie, ce sont des espaces qui permettent d'assainir notre environnement, notre climat, qui équilibrent notre vie de tous les jours. Il est important que ces espaces soient protégés. Au cours de cette rencontre, il a également été question du renforcement de la vidéosurveillance et de la promotion de l'écotourisme à travers des journées portes ouvertes pour des groupes cibles. En Tanzanie, le bilan du naufrage du ferry Nyerere jeudi dans le sud du lac Victoria s'est alourdi pour atteindre 183 victimes ce samedi au troisième jour des opérations de recherche qui ont repris très tôt ce samedi matin. Rappelons que le lac Victoria est le plus grand lac d'Afrique avec une surface de 70 000 km² sillonné par de nombreuses embarcations souvent vétustes et surchargées qui deviennent extrêmement vulnérables lorsque les conditions météo ne sont pas agréables. Et sachez que l'acteur ivoirien Ahmed Souané est décédé jeudi dernier, sera enterré ce samedi au cimetière de Williamsville après un hommage que les artistes ont bien voulu rendre à l'acteur. Et nous revenons sur cette information pour terminer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Bamako, la capitale malienne, hier vendredi. Le chef de l'État ivoirien prend part ce samedi à la fête nationale du Mali aux côtés de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs autres chefs d'État africains de gouvernement ont effectué le déplacement de Bamako. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci à la réalisation, merci aux techniciens et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.